Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous vouliez faire du cinéma, mais vous avez consacré votre vie à vous moquer de politiciens qui en font beaucoup trop. Et cela avec un sourire très présent dans des mémoires où vous parlez d'humour, mais pas seulement. Bonjour Jacques Maillot. Bonjour Jacques. Alors, vous de retour sur Sud Radio pour votre livre, Sourire en coin, Mémoire d'un chansonnier aux éditions de Boré. Vous avez écrit vos mémoires et on va en parler tout au long de l'émission avec des dates clés, selon le principe des clés d'une vie. Merci. Alors, on commence par le 26 février 1970, la sortie de ce film. L'enfant sauvage. Oui. Et vous avez assisté au tournage, Jacques Maillot. Oui, grâce à Roland Thénault, qui était le directeur de production de François Truffaut, j'ai assisté à ce tournage de loin. Je faisais des études de cinéma, donc il m'avait fait venir sur le plateau pour voir comment ça se passait. J'étais une sorte de énième assistant, mais ça m'a permis de connaître François Truffaut et de voir qui était le personnage, qui ressemblait vraiment à ce livre magnifique qu'il avait consacré à Hitchcock. C'est vraiment ce François Truffaut-là que j'ai découvert. Il y avait Catherine Deneuve aussi qui était pas loin. Ah oui, ils vivaient ensemble à l'époque. Et c'était très sympathique parce que tous les soirs, François faisait venir de Paris un film en noir et blanc. Et après la projection des Roches, on avait droit à aller voir Le Beau Serge, plein de films comme ça, de la Nouvelle Vague, et on en parlait ensemble. C'était vraiment formidable, c'était très didactique. Et L'Enfant sauvage, on a un peu oublié ce film, c'est un attardé soi-disant dont les capacités intellectuelles vont être mises en avant par un médecin, et c'est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il est parti d'un roman qui existait, et avant de trouver l'enfant, il a fait 2500 auditions. Oui, c'est ça. Il a fini par jeter son dévolu sur un jeune gitan qui était parent de Manitas de Plata. Alors, il se trouve aussi que vous avez fait l'IDEC, oui. Et pas de chance, je crois que ça a fermé quand vous êtes entré, Jacques Maillot. Oui, parce qu'on avait un directeur formidable qui s'appelait Monsieur Léopold Schlossberg, qui était un bonhomme fabuleux, mais on était quand même les héritiers directs de mai 68, et on faisait un peu de tintamarre. On était révolutionnaire d'opérette, et un jour, Monsieur Schlossberg nous a dit: si vous continuez à faire les zigotos, je vais fermer l'école. Oui. Nous, on le croyait pas du tout, et puis il a fermé l'école. Donc on s'est retrouvés avec 2 ans d'IDEC au lieu de 3. Voilà. Et vous aviez envie de faire du cinéma à l'époque? Oui, absolument. Et j'ai été dévoyé, si je puis dire, par un homme extraordinaire qui était directeur de la photo de François Truffaut, qui s'appelait Nestor Almendros, qu'on connaît pour Manu chez Maud, d'Éric Romer, etc. Grand directeur de la photo. Et comme le matin, sur le plateau, j'avais en charge d'apporter des journaux et de commenter un peu les nouvelles, Nestor et Truffaut m'ont dit: mais tu devrais faire ça parce que tu nous as l'air assez doué pour commenter l'actualité. Voilà. Il y a un autre film où vous avez été stagiaire, Jacques Maillot, c'est Grand Prix. Oui. John Frankenheimer, c'est un film à gros budget. Ah, c'est énorme. C'est-à-dire que c'était 2 mondes. D'un côté, il y avait c'était une machine de guerre avec tous les moyens d'Hollywood, et de l'autre, j'ai découvert une autre façon de faire du cinéma très artisanal, comme le faisait François Truffaut. Alors, Frankenheimer avait fait ce film. Il y avait Françoise Hardy, oui. qui gardait pas un bon souvenir de ce film. Non. Elle l'a écrit d'ailleurs dans ses mémoires. C'était assez dur. Elle avait comme partenaire Yves Montand, qui était pas avec lequel elle s'entendait assez moyennement, et le tournage était dur parce qu'il y avait d'abord de grands acteurs comme Toshiro Mifune, qui était une grande vedette japonaise, et puis James Garner, qui était ce garçon qu'on avait vu dans La Grande Évasion, etc., qui lui était charmant et qui était coproducteur du film. Et ce que j'ai découvert dans votre livre, et ce que j'ignorais, Jacques Maillot, c'est que finalement, Montand ne savait pas conduire une voiture de course. Oui, c'est vrai, il savait pas du tout. Et puis il avait la trouille, il était assez trouillard, Yves. Et donc Frankenheimer avait trouvé une astuce. Il accrochait une coque de Formule 1, de monoplace, derrière une Ford GT40. On mettait une grosse caméra 70 mm sur la Ford. Elle était commandée à distance grâce à un dispositif qui avait été mis au point par la NASA. Et il filmait Yves Montand comme ça, en trompe-l'œil, quoi. Voilà. Alors, vous êtes né dans une région où l'on roule beaucoup moins vite que sur le circuit de Grand Prix, Jacques Maillot, le Puy-de-Dôme. C'est une région où on ne fait pas de cinéma, c'est une région tranquille. Oui, c'est une région où on a tourné pas mal de films. De Funès a tourné sur les hauts de
du Mont d'Or, le fameux film Hibernatus. Oui. Il y a eu 13 hommes en colère, il y a eu Mort sur ordonnance, il y a eu plein de choses qui ont été tournées dans cette région. Mais c'est vrai que là, l'arrivée des Américains avec cette colonne immense, c'était presque un débarquement à l'américaine sur le circuit de Charade, qui était un des plus beaux circuits du monde. C'était fort sympathique, mais c'était impressionnant. Alors, vos origines sont modestes. Je crois qu'il n'y a personne dans le spectacle. Je crois qu'il y a une grand-mère femme de ménage, un grand-père mineur, à Saint-Éloi-les-Mines. Oui, tout à fait. Je suis très fier de mes grands-parents parce que mon grand-père était un homme il avait fait peu d'études, mais il était très cultivé, il lisait beaucoup. Alors, il était militant en tant que mineur, militant socialiste, proche de Jean Jaurès, et il a été surtout le conseiller municipal, le premier adjoint d'Alexandre Varenne, dont je préside maintenant la fondation. Donc, j'ai bouclé la boucle. Voilà. Et le blason de Saint-Éloi-les-Mines, c'est une lampe minière, puisque c'est une ville qui s'est développée avec les mines de charbon. Complètement. Et puis il y a De Gaulle dans l'histoire aussi, dans l'histoire familiale. Oui, alors le rapport du général De Gaulle avec mon père est assez étonnant. C'est que mon père était essayeur de chars, c'était un technicien qui avait été formé chez Renault. Et donc, quand il a été affecté dans l'armée française, comme appelé, il s'est retrouvé à Mourmelon dans le bataillon de chars que commandait un certain colonel Charles de Gaulle. Oui. Donc, ils ont fait la bataille de Montcornet, et puis après, évidemment, ils ont saboté leurs chars pour pas qu'ils tombent aux mains des Allemands. Et quelques semaines plus tard, un de ses amis a dit à mon père, dis donc, il y a un général qui a lancé un appel depuis longtemps, on ne sait pas qui c'est un certain Charles de Gaulle. Et mon père a dit, oh ben, je le connais très bien, c'est lui qui venait nous voir au réfectoire en nous disant, est-ce que la soupe est bonne? Et donc, forcément, il a tout de suite rallié le général de Gaulle, il est rentré dans la résistance. Voilà. Il a été un des 7000 premiers Français libres, car il faut savoir qu'en octobre 40, il y avait 7000 Français libres, pas un de plus. Pas un de plus, c'est ça. C'était pas la grande victoire encore. Non, c'était loin du compte. Alors, votre père a même acheté, je crois, plus tard, la même voiture que De Gaulle. C'était assez étonnant. Oui, il adorait les 15 Citroën. Et quand on allait voir le général De Gaulle à Colombey, puisqu'on allait à la messe de Pâques, pour voir le général avait cette fameuse 15 Citroën avec cette suspension très, très française qui s'appelait oléopneumatique, c'était avant l'hydropneumatique, et papa a voulu absolument acheter la même voiture, donc on a roulé en 15 Citroën pendant quelques années, et puis après, évidemment, il a décliné tout Citroën, moi j'ai eu droit à ma première 2 chevaux, et puis lui, évidemment, s'est acheté une DS 21, 19, puis 21, comme le général. Et vous-même, vous avez vu le général enfant, Jacques Maillot? Oui, absolument, à Colombey les 2 églises. Et je me rappelle, donc c'était en 1958, c'était juste avant qu'ils reviennent au pouvoir. Donc j'avais 9 ans et papa me disait, tu vois, le grand monsieur qui est devant, qui dominait effectivement toute l'Assemblée, c'était le général de Gaulle. Et je me rappelle qu'à la sortie, il venait saluer mon père et puis les résistants qui étaient là. Et je regardais ce monsieur, je ne savais pas trop ce qu'il avait fait, mais j'étais impressionné. Et il y a une autre voix qui vous a marqué, Jacques Maillot. C'est à votre guichet qu'il faut s'adresser pour téléphoner dans le bureau de poste. Mais pourquoi Fernand Reynaud, le 22 à Asnières, un classique que les jeunes ne comprendraient pas aujourd'hui. Oui, avec le numérique et le portable, certainement pas. Mais je crois que Fernand Reynaud a été un des premiers à vous découvrir. Oui, absolument, parce que d'abord, j'étais allé le voir à Bobino, grâce à mon frère qui avait pris des places, qui lui gagnait de l'argent. Déjà, il était dans la vie active. On avait découvert Fernand Reynaud qui m'avait invité en coulisses, qui m'avait demandé ce que je faisais. À l'époque, donc, je faisais du cinéma. Et puis après, quand j'ai commencé à me produire à l'échelle de Jacob, Suzy Lebrun, qui connaissait tout Paris, qui avait mis le pied à l'étrier à plein de gens, Jacques Brel, Fernand Reynaud, les frères ennemis, etc. Elle m'a dit, on va faire dire Fernand, puisque c'est votre compatriote. Et Fernand Reynaud est venu à l'échelle de Jacob. J'étais très impressionné parce que, évidemment, pour moi, c'était un monument. Alors, il y a un autre humoriste qui est Alexandre Vialat, que vous n'avez pas connu. En revanche, son frère, Jean Vialat, est aussi pour beaucoup dans votre parcours littéraire. C'est son cousin Germain. Son cousin Germain, c'était un formidable professeur de français, agrégé de latin et de grec, et un personnage très iconoclaste, qui ne supportait pas dans nos dissertations que l'on recopie une seule phrase du Lagarde et Michard.
il fallait absolument que tout ce que nous écrivions dans nos dissertations soit un point de vue personnel. Même si le point de vue n'était pas très intéressant, il disait, je préfère avoir votre point de vue que les analyses de monsieur Lagarde et de monsieur Michard. Voilà. Et je crois qu'il vous a fait découvrir Voltaire, notamment. Ah oui, c'est lui qui m'a rendu fan de Voltaire parce que un jour il m'a dit, il avait acheté les lettres philosophiques de Voltaire, vous savez, en format petit Larousse. Il m'a dit, vous lirez ça, mon cher Maillot, ça vous rendra intelligent. Et à l'époque, je crois qu'au lycée, Jacques Maillot, on vous appelait le marquis du sans souci. Ah oui, parce que c'est un beau comme c'est beau comme c'est joli comme titre. Ça, c'était mon prof de mathématiques, monsieur René Fouquet. J'étais vraiment nul en mathématiques et ça m'intéressait pas du tout. Ouais. Donc, quand je passais au tableau et qu'il me disait, allez, vous allez nous exposer les fonctions, et il disait, regardez, je vais faire venir au tableau le marquis de Sans Souci, un homme apaisé qui n'a vraiment plus de soucis. On dirait un gros paysan de la Limagne qui a marié ses 3 filles. Il est tranquille. Voilà. Et vous avez été tranquille jusqu'au jour, il s'est passé quelque chose, le 27 juillet 1972. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Maillot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Maillot. Vous publiez vos mémoires Sourire en coin, mémoire d'un chansonnier chez Deboré. On va en parler longuement tout à l'heure. Mais finalement, il y a beaucoup de choses dans ce livre qui sont des clés de votre vie, comme cette date du 27 juillet 72 à Agon-Coutainville, où il y a un restaurant qui s'appelle la Mère Hardy et cette dame a servi le repas lors du passage du général de Gaulle dans la Manche en 1960. Oui, exactement. Et à Agon-Coutainville, avec Sophie Darel et François de Guelt, ce sont vos débuts. Oui. Tout à fait. Ça a été mon premier gala dans un casino qui était extraordinairement pittoresque puisque il avait été racheté par un ancien directeur des pompes funèbres de Boulogne-Billancourt. Il était gai effectivement comme un pompe funèbre et il accueillait les gens à l'entrée de son casino avec un costume gris sombre et une cravate noire. Donc c'était d'une grande austérité et surtout pour inaugurer ce casino, il avait imaginé une soirée de gala avec Sophie Darel, François de Guelt et moi qui étais un tout jeune chansonnier, tout à fait inconnu. Et il y avait un bal d'ouverture et il fallait ouvrir le bal et j'ai eu la joie d'ouvrir le bal, de danser la valse avec la femme du propriétaire qui était aussi gaie que lui. Oui. Et François de Guelt, c'est dommage, il n'y avait pas les portables, il m'avait dit ça restera gravé dans ma mémoire, toi dansant la valse, pas très bien parce que j'étais pas un grand valseur, avec cette femme qui était improbable. Il m'en parlait souvent quand on se retrouvait après en spectacle ou dans les cabarets ou en tournée. Il disait et si on rappelait madame, je me rappelle plus quel était son nom, tu nous ferais une valse à l'ancienne, Jacques Chazot serait éclipsé. Remarquez que j'avais un nom pour ce casino, ça pourrait s'appeler la Salle Caveau. La Salle Caveau, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Alors, l'écriture, ça a commencé au lycée avec un sketch que vous repreniez pour vos camarades, Jacques Maillot. Gilbert, tiens, Gilbert tape de multiplication par 3, allez tant pis, c'est l'orgie, c'est la fiesta, pour me jouer l'inspecteur. Oui, monsieur, c'est comme si vous l'aviez... C'est parti, mon kiki. Oui, la fameuse table de multiplication de Jacques Baudouin. Voilà, c'est un sketch qui était au départ fait pour la radio, une émission qui faisait sur Radio Luxembourg. Ce sketch s'est vendu à 1 million d'exemplaires. Ah oui, emblématique. Et Jacques Baudouin, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, est célèbre pour avoir été à la voix de Pollux dans Le Manège Enchanté. Tout à fait. Et vous aviez une passion pour ce sketch au départ? Oui, j'adorais ce sketch parce que Jacques Baudouin me faisait beaucoup rire et je savais pas évidemment qu'un jour on deviendrait extrêmement amis parce que quand j'ai repris le Théâtre des Deux Ânes, il a été un des premiers à m'appeler, à me féliciter en me disant c'est formidable parce que tu es tout à fait fait pour ce théâtre et il venait voir tous les spectacles et on a créé tous les deux le Festival des humoristes de Tournon, Tournon qui aujourd'hui a donné le nom de Jacques Baudouin au théâtre municipal et c'est tant mieux parce que ça a été un grand bonhomme très cultivé. Jusqu'à la fin de sa vie, 97 ans, il était tranquillement chez lui, oui. Il écrivait. J'avais eu au téléphone, il parlait tout à fait normalement, tout à fait intelligemment. Il habitait à Dieulefit, qui était un pays de Juste, qui a hébergé beaucoup de gens pendant la guerre, et il était très heureux, et son épouse avec laquelle je corresponds encore souvent, me dit ça a été un bonheur de vivre avec Jacques, parce que il a toujours été d'une grande élégance avec moi et avec toute sa famille. Alors j'en reviens à vos débuts sur scène, Jacques Maillot. Vous avez parlé de Suzy Lebrun, mais je crois que la première audition a été catastrophique.
Ah oui, tout à fait, parce que c'est donc ce satané Nestor Almendros qui m'avait fait inscrire à l'audition à l'échelle de Jacob. Donc je me retrouve en face d'une femme blonde décolorée, vous savez, à l'ancienne, assez revêche, et qui me dit, bon, alors qu'est-ce que vous faites, vous? Alors je dis, bah, je fais des sketchs, j'ai jamais fait ça du tout de ma vie. Alors je fais un premier sketch, elle m'écoute, et puis elle fait, oui, et alors, c'est tout ce que vous avez? Alors je dis, bah, j'en ai un autre, elle me dit, bah, faites-le. Alors je fais le sketch, elle me dit, bon, d'accord, c'est tout ce que vous avez? Bah, je dis, si, j'en ai un autre, tout ça, et je fais 3 ou 4 sketchs, et puis, bon, je la vois toujours aussi éteinte devant les sketchs, donc je vais me rasseoir dans la salle, et à la fin de l'audition, je me suis levé, je me suis dit, à mon avis, je suis complètement passé à côté du truc, je m'en vais sur la pointe des pieds discrètement. Et 2 jours plus tard, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, j'avais pas de téléphone, bien sûr, je reçois un papier bleu, c'est-à-dire un télégramme, vous savez, à l'ancienne. Et sur ce télégramme, Madame Lebrun disait rappelez-moi de toute urgence à tel numéro, Madame Lebrun. Alors je rappelle Madame Lebrun, elle me dit, dites donc, vous partez toujours sans dire au revoir, vous? Alors je lui dis, bah, écoutez, non, mais là je pense que ça vous a pas du tout intéressé, donc je voulais pas vous déranger. Elle me dit, mais pas du tout, c'est que je cherche un présentateur pour mon spectacle, et donc il faut que vous ayez du matériel, vous comprenez? Du matériel. Elle me dit, et 4 sketchs, c'est pas suffisant, faudra en écrire 2 de plus, mais si vous voulez, on fait un essai la semaine prochaine. J'ai fait l'essai, et je suis resté 2 ans à l'échelle de Jacob. Où Brel a débuté, où beaucoup d'autres ont débuté, et il y a un numéro qu'on a totalement oublié, c'était Jean-Marie Prolier qui était sur scène, oui, qui commençait une histoire, Pauline Carton était dans la salle, et disait à la fin de l'histoire en disant, j'entends ça tous les soirs. Oui, c'est ça. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Il avait aussi mis au point un duo avec cette comédienne formidable qui s'appelait Ada Lonati, oui, qui a été la mère de Jean-Marc Robert, oui, le fameux écrivain et éditeur. Et c'était un sketch, vous savez, sur les à peu près, et c'était inspiré de Suzy Lebrun qui disait je vous ai trouvé un spectacle, un gala à Perros direct, et dépêchons-nous pour arriver à l'Olympia parce qu'on n'aura que des extrapontins. Oui. Et donc ça avait beaucoup impressionné Jean-Marie Prolier, et il avait écrit un sketch comme ça avec que des à peu près. Voilà. Oui. D'ailleurs, vous corrigiez les fautes de français de Suzy Lebrun régulièrement. Oui, parce que je lui faisais son courrier. J'adorais cette femme, et elle me le rendait bien d'ailleurs. Et je lui tapais son courrier. Elle faisait des fautes de français, elle faisait des lettres qui n'en finissaient plus. Alors j'essayais de condenser tout ça. Mais c'était une femme d'une générosité absolue. Et ça a été une pionnière du recyclage côté enveloppe, je crois, Jacques Maillot. Ah oui, parce qu'elle était normande, mais elle était plus avare qu'un Auvergnat. Et elle recyclait, vous savez, les cachets, on les recevait tous les samedis. Elle mettait ça dans des enveloppes marron, là, les petites enveloppes, c'était les moins chères. Et elle faisait donc la paye. Donc elle faisait une enveloppe pour François de Guelt. Il prenait son enveloppe, et elle lui récupérait son enveloppe. Il sortait les billets puisqu'on était payé en espèces, et elle barrait François de Guelt, et elle marquait dessus Jacques Maillot, et elle se resservait de cette enveloppe pour moi, et elle me disait prenez votre argent, elle reprenait l'enveloppe, elle rayait Jacques Maillot, elle mettait Hubert Deschamps, et voilà. Et ça passait. Et ça passait. Et parmi les numéros que vous avez fait à cette époque-là, Jacques Maillot, vous avez été le premier imitateur de Valéry Giscard d'Estaing avant qu'il soit président. Oui, alors ça c'est une coïncidence, parce que j'avais eu comme évêque à Clermont-Ferrand Monseigneur de la Chanonie, qui m'avait confirmé, et de la Chanonie parlait vraiment comme Giscard. En ce jour de confirmation, mes chers enfants, je vais vous confirmer, etc. Et un jour, j'étais à l'échelle et je répétais des sketchs, et je me suis dit, mais ils ont la même voix, et je me suis mis à faire Giscard d'Estaing, et il y avait André Gaillard et Teddy Vrignot des Frères Ennemis qui m'ont dit, mais c'est Giscard. Donc je me suis mis à faire Giscard, et ça leur a tellement plu qu'ils m'ont invité à l'époque sur Europe 1, où ils avaient une émission quotidienne, et où j'ai fait j'ai été le premier à faire Giscard d'Estaing. Alors, il y a eu l'échelle de Jacob, et ensuite, il y a eu le théâtre de 10 heures, où il y avait une commère Oléo qui était sur une fenêtre, et chaque fois qu'il y avait un retardataire qui arrivait, elle l'insultait. Oui, c'est ça. Ou alors elle le prenait à partie du style bon, écoutez, je comprends que vous soyez en retard parce que effectivement, la dame qui vous accompagne est nettement moins bien que celle avec laquelle vous étiez hier soir. Alors, vous voyez le type blêmé, et je comprends que pour sortir une femme comme ça doit prendre du temps, etc. Enfin,
et les gens venaient presque pour ça. Voilà. Elle était formidable, Léo. Ça a été une star dans son domaine. Elle était un petit peu trop maquillée. Elle était comme un camion volé. Oui, elle avait et sur la fin de sa vie, comme elle tremblait sans doute un peu, le maquillage, le rouge à lèvres remontait jusqu'aux narines. Oui, je me souviens l'avoir croisé comme ça. Et il y a quelqu'un à qui vous devez le théâtre de 10 heures, qui est très important pour vous dans votre carrière, Jacques Maillot, c'est Patrick Font. Oui, parce que Patrick, on se connaissait de l'échelle de Jacob, et quand Patrick a été recruté, si je puis dire, d'office par Thierry Leluron, dont il écrivait les textes, pour faire Bobino, donc Patrick a dû s'arrêter au théâtre de 10 heures pendant 3 mois. Il est allé voir Madame Arnaud, Madame Oléo, dont on parle à l'instant, et il lui a dit le seul remplaçant que je vois pour moi, c'est Jacques. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au théâtre de 10 heures avec des gens exceptionnels comme Jean Amadou, Anne-Marie Carrière et Jacques Grélot et Robert Roca. Et vous êtes resté très fidèle à Patrick Font quand il a eu des ennuis. Oui, quand Patrick a eu ses problèmes, évidemment, je n'ai pas approuvé ce qu'il avait fait, mais une fois qu'il a eu purgé sa peine, je me suis dit, on peut pas laisser Patrick sur le bord du chemin, et je l'ai engagé au théâtre des Deux Ânes, en duo avec Thierry Rocher, et ils ont fait un triomphe. Et je suis très content de lui avoir tendu la perche et de lui avoir permis de retrouver une vie professionnelle à peu près normale. Votre vie professionnelle, elle a continué en 81, et il y a une date importante, justement, c'est le 13 septembre 1981. À tout de suite sur Sud Radio, avec Jacques Maillot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Maillot pour ses mémoires d'un chansonnier, Sourires en coin, aux éditions de Boré. Et vous évoquez dans ce livre un passage de votre vie important qui a commencé le 13 septembre 1981. Écoutez. Sérieux s'abstenir, une émission qui a existé de 66 à 69, oui. Et elle revient en 81, et qui l'anime, c'est Jacques Maillot. Voilà, avec la complicité de Jean Berthaud. Et dans l'émission, il y a mes 2 grands amis, Anne-Marie Carrière et Maurice Orgue. Donc c'est vraiment un bonheur. Et surtout, je découvre Catherine Anglade, qui m'avait repéré sur les ondes de France Inter quand je faisais l'oreille en coin. Et elle me dit, je pense que comme Jean Amadou s'est arrêté, c'est vous qui devez lui succéder. Et je me retrouve avec une exposition exceptionnelle dimanche après-midi à 13h30. Et d'ailleurs, la première émission, Maurice Orgue arrive sur le plateau, vous êtes de dos, et il vous présente comme le petit. Voilà, exactement. Je suis le petit de la classe. Je suis un peu son petit protégé parce qu'il m'a beaucoup aidé, Maurice Orgue. Il m'a présenté à beaucoup de gens, dont Catherine Anglade. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup. Et Maurice, c'est lui qui m'a présenté aussi à Codo et Garetto, donc c'est pas rien. Voilà. Maurice Orgue était un grand chansonnier qui s'exprimait presque en vers classique, oui, Jacques Maillot. En alexandrin, et il travaillait beaucoup. C'est-à-dire que pour sortir un monologue de 3 feuillets, il en écrivait une 15 ou 20, et il raturait, il jetait beaucoup, et à la fin, ça donnait des petits chefs-d'œuvre. C'était de la joaillerie. On ne peut plus imaginer ça aujourd'hui. Non, je crois pas. Alors, dans cette émission, dans la première émission, vous dressez le bilan des 100 premiers jours de François Mitterrand. Vous dites que l'essence et l'électricité vont augmenter, c'est oui. L'actualité. Et vous dites que 68% des Français sont contre le vote des émigrés. Et vous dites qu'il ne manquerait plus qu'on accueille les migrants. Oui, c'est ça. Oui, donc aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, c'était prémonitoire. Vous aviez une liberté qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. On disait à peu près ce qu'on voulait. On n'était pas du tout gênés. J'ai eu la chance d'arriver donc sous François Mitterrand. Et vous savez, il a inauguré le TGV qui avait été initialisé par Giscard. Et le TGV est tombé en panne. Donc inutile de vous dire qu'on a fait des gorges chaudes avec ça. Et que ça a amusé beaucoup le président de la République. J'avais les retours par mon ami Michel Charras qui me disait « Tu l'as bien fait marrer ». Voilà, c'est vrai qu'il avait beaucoup plus d'humour qu'on le disait. Beaucoup, il adorait. Il adorait le bébé de show, il était très attentif à tout ça. Et même quand Leluron l'a attaqué, ça l'a fait rire. Ça l'a fait rire, absolument, oui. Alors, Jean Amadou, justement, c'est une amitié qui est née avec lui au théâtre de 10 heures, je crois, Jacques Maillot. Oui, on s'est connus au théâtre de 10 heures. Il était déjà une grosse vedette.
Et surtout après, on s'est surtout retrouvé parce que Jean travaillait beaucoup, il était à la radio, à la télévision, et quand il a commencé un petit peu à diminuer son activité médiatique, je lui ai dit, tu sais que je viens de reprendre la direction du théâtre des Deux Ânes, ça serait bien que tu viennes. Et il me dit, c'est bien parce que j'ai jamais fait les Deux Ânes. J'ai fait le théâtre de 10 heures, un tout petit peu le caveau de la République, jamais les Deux Ânes. Donc il est devenu un pensionnaire, et là on a fait des tournées, et là on s'est vraiment connus, on est devenus très amis, parce que quand on fait des milliers de kilomètres en voiture, ça forge l'amitié. Et puis, il a inventé un style de spectacle de chansonnier tout à fait inédit, un commentaire sur des diapositives, Jacques Maillot. Oui, c'est-à-dire qu'il mariait une photo avec une chanson. Et par exemple, quand il mettait Gaston Defferre, Charles Pasqua en photo, il mettait derrière comme chanson Jodassin, Tagada, voilà les Dalton. Donc c'est un procédé qui a été repris après par le tandem Green et Lejeune, produit par Paul Lederman, mais c'est une invention de Jean Amadou. Et il avait une culture incroyable. Et moi, je me souviens d'un jour où il m'a raconté qu'il avait gentiment dragué une jeune femme, et pour leur première nuit d'amour, il l'avait emmenée à Auschwitz. Ah oui. Ouais, ah oui, c'est étrange. Ah oui. Parce qu'il voulait lui montrer Auschwitz. Ah oui, parce qu'il était très féru d'histoire des 2 dernières guerres mondiales. Ça l'obsédait beaucoup. Et c'est vrai qu'on en parlait souvent. On a eu beaucoup de conversations là-dessus. Et à chaque fois, par exemple, quand on passait dans la région de Verdun, il me disait, on fait le crochet, on va au chemin des Dames. Il me dit, je crois que ton grand-père y était. Et c'est là en visitant le fort de Douaumont, il a fait un faux pas, il s'est foulé une cheville. Et il m'a dit, c'est mon premier titre de gloire, blessé à Verdun en 1987. C'est magnifique. Alors, cette émission Sérieux s'abstenir a changé votre vie, Jacques Maillot. Du jour au lendemain, vous êtes devenu une star, quoi. Oui, parce que c'est vrai que on avait à l'époque entre 12 et 15 millions de téléspectateurs. Ça ferait rêver aujourd'hui. Ah ben ça fait rêver tous les producteurs de télévision aujourd'hui. Et donc on sortait le dimanche matin, personne ne vous connaissait. Le dimanche soir, j'allais dans un restaurant, on disait ah ben c'est lui. C'était presque immédiat. Et comme à l'époque je vivais avec une comédienne qui était beaucoup à la télévision, qui s'appelait Rosine Cadoret. Dès qu'on arrivait dans un lieu public, on nous sautait dessus, quoi. Parce qu'elle faisait une émission avec Georges Folgoas sur le rire. Sur le rire à 19h30. Ouais. Donc on était mais des stars du petit écran, oui. C'est pas gênant à la fin ? Si, c'est un peu gênant parce qu'on peut plus rien faire, quoi. Et la télévision, c'est bien, mais la radio, c'est mieux parce qu'on reste anonyme. Exactement, presque. On vous reconnaît à la voix parfois. Voilà. Je sais qu'après la guerre, les Français qui parlaient au français, dès qu'ils rentraient dans un restaurant, on les reconnaissait à la voix et on se levait pour les applaudir. Ah oui, bien sûr. Ben ça, j'ai eu ce phénomène la semaine dernière à la foire du livre de Brive, où tout le monde me disait « Ah, mais c'est évidemment, c'est la voix de l'oreille en coin. » Voilà. Et ça a beaucoup marqué les gens, bien sûr. Et puis il y a une autre émission que vous aviez faite quelque temps auparavant, qui était beaucoup plus discrète, qui était une sorte d'émission People, qui s'appelait Paris Kiosque, oui. Avec des moyens très modestes, Jacques Maillot. Très modeste, sur France 3, Paris-Île-de-France, qui a eu quelques numéros sur le réseau national. Et je produisais ça avec Sabine Mignot, et j'avais comme réalisateur quelqu'un que j'adorais, qui était le frère de Jean-Claude Brialy, Jacques Brialy, qui était un très très bon réalisateur. Et on a fait plein de choses à travers cette émission. On a même fait le centenaire de la Statue de la Liberté à New York. Et avec de petits moyens, on a invité plein de gens. Et ça m'a permis de faire venir Laurent Ruquier. C'est la première fois qu'il est apparu à la télévision. Et là, c'est pas la dernière. Et pas la dernière. Et puis Patrick Timsit, même Patrick Bruel était presque inconnu quand on l'a accueilli dans Paris Kiosque. Et puis, vous avez découvert, je crois, aussi Bernard Loiseau. Ah oui, alors ça, c'est grâce à mon ami François Robot, qui était un chroniqueur gastronomique très en vue et qui était très ami avec tous les chefs.
Et évidemment, un jour, il m'a dit, mais tu connais Bernard Loiseau? Ben, je dis pas vraiment, je sais qu'il est de Clermont-Ferrand comme moi. Et donc, il est venu à l'émission, et il avait une faconde formidable. Donc, on est devenus très amis, bien sûr. Et c'est lui qui faisait la cuisine, il faisait les sauces à l'eau, vous savez. Oui. Donc, on avait fait un sketch où on inondait un poulet avec de l'eau. Enfin, c'était... Il était tellement faconde, il y avait ce côté facond, que quand dans la rue, quand il croisait quelqu'un, il disait bonjour à tout le monde. Il disait, mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que si c'est un client que je ne reconnais pas, ça risque de me coûter cher. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, mais il avait cette obsession, Bernard, oui, oui. C'était un adorable garçon d'une générosité totale. Et puis, il y avait une séquence importante dans cette émission, Jacques Maillot, avec des mannequins que vous auditionniez. Ben, c'est-à-dire que on se disait, il nous faut des jolies filles sur le plateau. Frédéric Astier, qui était mon assistant, qui était le filleul et le neveu de Rosy Vart, il m'a dit, j'ai trouvé la solution, on va faire venir des mannequins, et comme ça on aura des jolies filles sur le plateau. Et alors, on auditionnait les mannequins dans les bureaux de France 3, dans la Maison Ronde, que vous connaissez, et un jour, le directeur général, qui était Renéan, entre sans frapper, et il y avait une jeune femme tout à fait charmante et accorte, qui était plus qu'en petite tenue, en maillot de bain, et elle avait même plus de soutien-gorge, parce qu'on faisait des essais pour Chantal Thomas, qui nous avait apporté cette collection, et Renéan, qui était un homme très sérieux, dit, ah ben je vois qu'on ne s'ennuie pas à Paris Kiosque. Exactement. Mais Philippe Bouvard avait fait comme vous pour samedi soir. Il avait ce qu'on appelait des plantes vertes, c'est-à-dire des mannequins qui étaient choisis dans le décor. Et il y avait les stars qui partaient quelquefois avec ces mannequins. Et c'est comme ça que 2 des Charlots ont épousé leurs femmes respectives. Ah oui, mais bien sûr. Et oui, mais c'était un filon formidable. Et on croisait. J'ai fait mon générique de Paris Kiosque comme ça avec 2 mannequins. J'ai dit, ça serait bien que on vous filme dans Paris. Elles étaient charmantes. Le groupe Dior avait prêté des tenues, des robes magnifiques. Donc, avec peu de choses, on arrivait à faire des choses très bien. Je ne sais pas si ce serait possible aujourd'hui. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et il y a aussi une autre émission qui a été importante pour vous, c'est Affaires suivantes. Oui. On a connu le tribunal des flagrants délires. Avant la guerre, il y avait En correctionnel, qui était une émission de Jean Noin, qui était avocat au départ. Et là, Affaires suivantes, ça a été aussi une belle aventure. Oui, c'est inspiré par le tribunal pour rire, qui avait été créé juste après la guerre, je crois, sur Radio Luxembourg. Oui. Et c'était une idée de Jean Bardin et de Pierre Vigne qui se sont dit, on devrait faire cette émission à la télé avec toujours le même accusé, puisque c'était le principe du tribunal pour rire. Et donc, on a choisi Jean Lefebvre, et Pierre Vigne, qui était ancien directeur de France Inter, a dit, et les avocats et le procureur, il faut que ce soit Maurice Orgue et Jacques Maillot, parce qu'avec l'oreille en coin, ils ont une notoriété énorme. Et donc, on a fait un trio formidable avec Jean-Pierre Foucault, Maurice Orgue, moi et surtout Jean Lefebvre comme accusé permanent qu'on appelait le bol. Ouais, mais qui n'apprenait pas ses textes. Ah, jamais, jamais. Jean n'apprenait rien. Alors, évidemment, il avait des textes devant lui, mais il avait du mal à les lire. Et je me rappelle que on commençait l'enregistrement et Jean-Pierre Foucault lui disait, alors le bol, encore une fois, vous êtes à la barre du tribunal, mais qu'est-ce qui vous amène là? Pour quel motif vous êtes à nouveau là? Et on voyait l'œil de Lefebvre qui partait dans le vide et qui disait, eh bien, vous allez me le dire, Monsieur le Président, parce que j'ai oublié mon texte. Voilà. Mais même au théâtre, il n'apprenait pas ses textes. Et moi, je me souviens d'un soir où il a passé 2 heures à renvoyer des coussins au public qui lui renvoyaient sur scène. Et oui. Tout le monde était ravi. Oui, c'est ça. Il faisait le pitre. C'est très dommage parce que c'était un excellent comédien. Mais c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il avait du mal à mémoriser. Il passait beaucoup de nuits au cabaret. Il traînait il allait au King Club chez son camarade Minsky et donc Albert Minsky. Donc il se couchait très tard et quand on allait lui porter les textes avec Jean Bardin, on lui portait les textes à 15h de l'après-midi et il se levait. Donc c'était pas facile. Donc et il y a quelqu'un aussi à qui vous devez beaucoup, je crois, Jacques Maillot, c'est Philippe Bouvard. Oui, parce que Philippe, vous connaissez très bien Philippe comme moi, il m'a fait faire ma première télévision dans 10 de Der et il ne m'a plus jamais lâché. C'est-à-dire que
quelquefois, je faisais des choses sans le prévenir. Et là, il m'appelait, ou c'était un de ses assistants, dont vous étiez, cher Jacques, et qui m'appelait, et il me disait, alors, on fait des trucs en douce, sans me le dire. J'ai pas osé vous appeler, Philippe. Et il me disait, écoutez, j'ai une nouvelle émission qui s'appelle à midi. Passez donc me voir. Passez donc me voir à midi, voilà. Et il m'a dit, vous venez, vous allez m'expliquer ce que vous faites, etc. À l'époque, j'étais au Fanal, j'étais au théâtre de 10 heures, et à chaque fois, il a été comme ça. Et quand mon contrat s'est terminé à la fin de L'Oreille en coin et puis après sur Europe 1, il m'a téléphoné et il m'a dit vos contrats c'est fini avec la concurrence. Je dis oui. Et il me dit il est temps de revenir à la maison et je suis venu aux grosses têtes. Je suis resté 22 ans avec lui. Et 22 ans, c'est une partie de votre carrière dont on va continuer à parler à travers une autre date, le 22 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Jacques Maillot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jacques Maillot. Donc, le 22 septembre 2022 est sorti Sourires en coin, mémoire d'un chansonnier chez Deboré. Pourquoi avoir écrit ce livre aujourd'hui ? J'ai écrit ce livre pour rendre hommage à tous les gens qui m'ont aidé et à tous les gens que j'ai eu la chance de rencontrer au cours de ce parcours professionnel. Je voulais pas faire un livre sur moi, je voulais faire un livre sur les gens qui ont participé à ma vie professionnelle. Donc c'est un hommage et c'est surtout, je voulais que ce soit une sorte de miroir, de kaléidoscope d'une époque formidable où il y avait des gens de qualité intellectuellement, moralement, humainement, et c'est ce que j'ai voulu retracer. Une époque où on s'amusait vraiment beaucoup à Paris et avec des gens exceptionnels comme ceux qu'on vient d'évoquer. Et on s'amusait beaucoup dans les théâtres de chansonniers. Et vous avez, en reprenant les deux ânes un jour, modernisé le théâtre des chansonniers aussi, Jacques Maillot. Oui, parce que c'est vrai que quand j'ai repris le théâtre en 1994, le style avait beaucoup vieilli, donc il fallait moderniser tout en gardant le patrimoine de ce théâtre, qui est le patrimoine chansonnier. Donc il fallait garder l'acquis génétique, mais il fallait le faire évoluer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en faisant venir des gens aussi différents que j'avais engagé Tex, qui était assez tout début. Et puis surtout, j'ai fait revenir Jean Roucas, qui était une vedette avec le Bébé de Show, Jean Amadou, j'ai fait venir Jean-Claude Poirot, Yves Lecoq, etc. Et j'ai eu plein de gens, et même Laurent Gérard. Oui, et même Brigitte Lahaye. Et notre charmante Brigitte. Qu'est-ce qu'elle a fait chez vous, Brigitte ? Ah, Brigitte, elle nous faisait un sketch qui était très drôle, qui avait été écrit par quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui est Jean-Jacques Perroni, et elle nous faisait un sketch très, très, très amusant sur scène, et surtout, elle nous a attiré énormément de monde, parce que elle arrivait elle sortait de sa carrière cinématographique, et tout le monde voulait voir Brigitte en chair et en os, en vrai. Et je me rappelle que quand les gens téléphonaient au théâtre, ils disaient mais elle est là, elle est vraiment là, elle est pas en film. Non, elle est là, et les gens venaient voir Brigitte. Alors, Sourire en coin, entre parenthèses, à la fin, il y a un S. Pourquoi, Jacques Maillot ? Parce que il y a plusieurs sourires, il y a des sourires très différents à travers ce long parcours, ces 50 ans de métier de chansonnier. Donc j'ai voulu montrer qu'il y avait quelquefois des sourires un peu tristes parce qu'on perd des gens, puis des sourires joyeux. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je me retourne, il y a beaucoup de gens qui me manquent, qui ne sont plus là. Vous évoquez des chansonniers qui ont eu leur heure de gloire, comme Pierre-Jean Vaillard, oui, qui était totalement oublié aujourd'hui, mais qui a été une gloire à la radio. Quand il passait à la radio, il faisait une grosse audience. Oui, qui a été aussi une gloire à la télévision avec la fameuse émission d'Henri Spade, dans laquelle... La joie de vivre. La joie de vivre, émission dans laquelle il faisait le portrait de l'invité, et il faisait des portraits, mais à hurler de rire. Il a fait un portrait de Gilbert Bécaud, qui reste dans les annales de l'INA. Ça a été une énorme vedette, Pierre-Jean Vaillard. Et vous évoquez aussi quelqu'un qui est le père de l'imitation moderne. Je crois que Thierry Leluron lui doit beaucoup, c'est Jean Valton. Oui, Jean Valton a été le premier à comprendre que l'imitation devait être très précise et très ponctuelle. Et il disait, il n'avait pas tort, parce qu'on le voit avec les imitateurs actuels, il disait une bonne imitation ne doit pas excéder entre 30 secondes et 1 minute maximum, parce qu'après, on perd la voix de son modèle, et c'est lui qui a fait le premier sur scène
scène, des imitations comme ça à la mitraillette, où il faisait plusieurs personnages très rapidement. Et c'était très performant. Et il a aussi présenté des émissions de télévision, le Francophonissime, les Jeux de 20 heures. Tout à fait. Et on a oublié qu'il était le premier présentateur du mot le plus long, qui au départ devait s'appeler le jeu des 7 lettres. Oui, c'est ça, exactement. C'est lui qui a et c'est lui qui a participé avec Jean Amadou, Maurice Sorgue et Valton. Je crois que c'est eux qui ont participé, qui étaient là au lancement de la 3e chaîne de télévision. Exactement, en 1971. Et puis, il y a un chansonnier aussi que vous considérez comme un maître, qui a été le maître d'une époque, c'est Jean Rigaud. Oui, alors là, lui, ça a été une énorme vedette, peut-être. On l'a oublié aujourd'hui. Totalement. Alors lui, c'était une vedette très parisienne, très typiquement parisienne, parce qu'il connaissait tout Paris. Il était d'une drôlerie époustouflante. Il avait, lui, vraiment une vis comica au-dessus de la moyenne. Et c'était un homme de culture. Il connaissait le tout Paris politique. Il passait sa vie à l'Assemblée nationale et au Fouquet's, où il prenait l'apéritif avec les ministres, les chargés de mission, les directeurs de cabinet. Il connaissait tout le monde. Donc c'était la coqueluche de tout Paris. Et quand il a eu son cabaret Le Vernet, les présidents de la République lui rendaient visite régulièrement. Et Vincent Auriol est venu un jour. Vincent Auriol, qui était un de ses amis proches, est venu et sans le prévenir. Et il l'a vu au fond de la salle où il s'était glissé. Et c'est là qu'il lui a eu ce mot formidable. Il lui a dit « Alors, on a fait le mur, pépère ?» C'est vous dire la familiarité qui existait entre Rigaud et les hommes politiques. Et il y a une photo historique dans la cour de l'Élysée où il y a tous les chansonniers qui sont rassemblés autour de Vincent Auriol. Et puis, il a même été le témoin de mariage, je crois, Jean Rigaud, de François Mitterrand. Alors non, c'est l'inverse. C'est François Mitterrand oui. qui est le témoin de mariage de Jean Rigaud et de Jacqueline, sa femme, oui. Jacqueline Bismuth, qui l'a épousé et qui était l'attachée de presse des disques festivals. Et ils se sont connus parce que Jacqueline était l'attachée de presse elle était attachée de presse d'André Verschuren, de Jacques Baudouin dont on a parlé tout à l'heure, et Jean Rigaud faisait ses disques, mais elle n'arrivait pas à le joindre parce qu'il était très... Et un jour, elle lui a dit je finirai par le joindre. Elle l'a tellement joint qu'il l'a épousé, voilà. Et le cabaret Le Vernet, un jour, il y a Louis Blanche qui arrive avec son fils et qui lui dit mon fils veut absolument faire du cabaret, décourage-le. Et Rigaud lui a répondu c'est très bien, il commence demain. Et c'était Francis Blanche qui a débuté avec des petites fables du robinet chez Jean Rigaud. Oui, c'est ça. Il a aidé beaucoup de gens et moi, il a été aussi quand je suis arrivé au théâtre de 10 heures, tous les soirs, il m'emmenait dans un cocktail parisien. Comme ça, j'ai connu le tout Paris grâce à Jean Rigaud. Et vous évoquez dans ce livre de mémoire aussi l'ancêtre des émissions d'humour à la radio. Pour informer le monde avec la voix des ondes, il y a les chansonniers. Le Grenier de Montmartre, oui. C'est l'ancêtre des émissions de radio de chansonniers. Oui, tout à fait. Ça a été juste après la guerre, ça a été l'émission emblématique de la radio nationale. Et ce Grenier de Montmartre rassemblait vraiment tout le Gotha, le meilleur des chansonniers. Moi, je me rappelle, mes parents écoutaient ça tous les dimanches religieusement. Et avec mon frère, il fallait surtout pas qu'on parle pendant le Grenier de Montmartre. Et vous n'imaginiez pas être un jour chansonnier? Non, pas du tout. C'est comme quand mon père m'emmenait au théâtre des Deux Ânes quand j'avais une quinzaine d'années. Je pensais pas qu'un jour je deviendrais le directeur et le propriétaire du théâtre des Deux Ânes. Alors, vous avez aussi suivi à la télévision, c'était dans vos jeunes années, une émission qui s'appelait La Boîte à Sel, qui est la première émission de télévision des chansonniers avec Robert Roca, Jacques Grélot et Pierre Tchernia. Oui, ça a été une grande aventure. Elle est emblématique, cette émission, mais elle n'a pas duré très longtemps parce qu'elle s'est sabordée. En effet, le directeur de la télévision de l'époque, je ne sais plus qui était président de l'ORTF, avait demandé à Robert Roca et à Jacques Grélot de montrer leurs textes parce qu'ils étaient en direct. Et Roca a dit non, si je dois montrer mes textes avant, je m'arrête.
Et le président avait dit, oh, c'est pas méchant, mais il a arrêté. Voilà. Il faut savoir qu'ils avaient diffusé des images de Michel Debré avec un commentaire. Oui. Et c'est la première fois qu'on faisait ça. Tout le monde a fait ça depuis. Voilà. Un commentaire détourné. Voilà, c'était Robert Roca qui a été un grand inventeur pour les émissions de Télé Futur. Il faisait des photomontages, des montages. Et là, c'était assez drôle. C'était Michel Debré, Premier ministre du général de Gaulle, qui allait attendre Madame de Gaulle à Orly, et il lui prend la main, et ils font un montage en 16 mm, où il ne lui lâche plus la main, il lui secoue la main comme ça. Et évidemment, Roca a fait un commentaire avec Grélo en disant, on savait pas que Madame de Gaulle l'a secoué comme ça aussi bien à Michel Debré. Alors évidemment... remarquez, c'était pas bien méchant, mais... Mais voilà, mais à l'époque, ça prenait des allures... énorme. Alors que les hommes politiques aiment les chansonniers, vous le démontrez dans la revue de presse de Paris Première où vous invitez des hommes politiques régulièrement, et c'est vrai que depuis Alain Juppé dans l'oreille au coin, tous sont venus. Oui, tous viennent, ils adorent ça. Je crois que ce qui vexe le plus profondément les hommes politiques, c'est qu'on ne parle pas d'eux. Donc, dès qu'on les invite, ils viennent. Encore faut-il les traiter quand même avec un minimum de décence, qui n'est peut-être pas toujours le cas aujourd'hui dans certaines émissions. Et on voit les clashs et les problèmes que ça pose. Alors que quand tout est préparé et qu'il joue le jeu, ça fonctionne. Alain Juppé, qu'on prend pour quelqu'un de très sérieux, a démontré un jour à la radio avec vous, Jacques Maillot, qu'il avait beaucoup d'humour. Oui, il était très drôle, puisque quand Jean-Noël Jeannet, le président de Radio France, nous a demandé d'inviter des hommes politiques dans l'émission de l'oreille en coin, on ne savait pas qui inviter, on appelait plein de gens, ils ne voulaient pas venir. Ils disaient, on va pas aller dans une émission de chansonniers, d'humoristes. Et le seul qui a accepté, c'est Alain Juppé. Et quand on a dit à Jean-Noël Jeannet, notre premier invité, c'est Juppé, il nous a dit, bon courage, parce qu'il n'est pas marrant du tout. Et en réalité, il s'est avéré très drôle. Quand je lui ai posé la question, vous appelez Alain-Marie Juppé, je lui ai dit, est-ce que ça a favorisé vos liens et vos rapports avec Bernadette Chirac? Il m'a dit, évidemment, puisque Bernadette, elle adore Marie. Voilà. Et Giscard aussi, d'ailleurs, est venu en préparant bien son entretien. Ah oui, il a été formidable. C'est là où on voit que cet homme n'a pas été président de la République par hasard. Tout était millimétré, préparé, et il a innové. C'est-à-dire qu'il a fait évoluer tout seul l'émission, puisqu'il est venu avec un échantillonnage de tout ce qui l'entourait, dont un panier de victuailles d'Auvergne. Il est venu avec un Saint-Nectaire, avec du Saint-Pourçain, avec de la charcuterie auvergnate. C'est le premier qui a fait ça. Inutile de vous dire que 8 jours plus tard, tous les gens qui sont passés derrière Giscard le copiaient et faisaient la même chose. Sauf que lui, il avait innové et que c'était très drôle, parce que quand il a voulu ouvrir la bouteille de vin de Saint-Pourçain, on a senti qu'il devait rarement ouvrir les bouteilles de vin à l'Élysée. Alors, vous, ces mémoires d'un chansonnier, on dit depuis des décennies que les chansonniers sont morts, que c'est fini. Vous démontrez le contraire avec le succès de votre revue Au-Dezan en ce moment. Oui, ça continue à très bien marcher, et c'est ce que j'écris dans mon livre. Quand j'étais à la rôtisserie des Tuileries avec Pierre Péchin, Michel Leb et Patrick Sébastien, tous me disaient, mais Jacques, faut arrêter ton truc de chansonnier, c'est fini, ça ne marchera plus jamais. 50 ans plus tard, on est encore là, ça marche toujours très bien. Je crois que le genre chansonnier ne se démodera pas. C'est peut-être la façon de traiter l'actualité. Je pense que les jeunes générations ne s'expriment pas comme nous on s'exprimait, et nous-mêmes on ne s'exprimait pas comme s'exprimaient les gens de l'époque de Jean Rigaud. Donc c'est une évolution, mais le fond reste le même. La preuve, sur Paris Première, la revue de presse marche très bien, et on vient de lui consacrer d'ailleurs un documentaire qu'ils ont intitulé Liberté, égalité, chansonnier. Donc voilà. Mais il faut faire un peu plus attention à ce qu'on dit aujourd'hui que voici quelques années à cause des réseaux sociaux, non? Oui, il y a les réseaux sociaux, et puis il y a ces nouvelles modes politiques que sont le wokisme, etc., et qui enferment les gens dans des carcans qui n'existaient pas. On avait une liberté d'expression et d'agir qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout pose problème, quoi.
quand j'allais déjeuner avec mon copain Éric Blanc à Lyon et qu'on tombait sur les gens du Front National et que Éric Blanc disait à un membre très connu du Front National, que je ne citerai pas, est-ce que ça ne vous dérange pas que je déjeune avec mon camarade Jacques Maillot? Il dit pourquoi? Il dit parce qu'il est blanc. Et donc on disait ce qu'on voulait, on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui, c'est difficilement possible. Hein. Mais vous continuez quand même. Oui, on le fait en toute liberté au Théâtre des Deux Ânes et aussi un peu dans la revue de presse, oui. Voilà, donc je recommande à celles qui nous écoutent et à ceux qui nous écoutent de voir la revue de presse sur Paris Première, ça continue. Oui, ça continue, oui. De venir au Théâtre des Deux Ânes, la revue continue, oui. Et puis surtout de lire ces Sourires en coin de chez Deboré, Les Mémoires d'un chansonnier, et continuer comme ça le plus longtemps possible, Jacques Maillot. Merci, Jacques. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.